Salut les gens! Salut! Merci! Salut les gens, bienvenue dans la riposte, je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Avant de commencer, abonnez-vous, partagez et faites comme Poutine, bombardez la section commentaires comme si c'était l'Ukraine. Vous êtes prêts? La riposte, c'est parti! La riposte. Radio Nova. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Eh bien, c'est faux quand il concerne les instituts de sondage. Notre politique utilise les instituts de sondage comme les instituts de beauté. C'est pour se rendre potable, avec des pensées dégueulasses, tu vois. Ils passent commande pour s'auto-suter. Ouais, voilà. Ok, je vois le genre de public que vous êtes. Vous avez pas envie que je réussisse, en fait. C'est ça votre problème. Ils passent commande pour s'auto-sucer. C'est des instituts de pompage. Pourquoi ça s'appelle IFOP? Parce qu'il faut pas l'écouter. C'est pas des sondages IFOP, mais IFLOP. Attends, laisse-moi aller au bout. Putain, c'est mon équipe technique qui floppe en vrai. Que des flops, jamais c'est juste. Putain! Je vous déteste en vrai, c'est ça qui se passe. Bon allez, plus sérieusement là, j'ai plus besoin de vous. Je vais faire mon texte, c'est plus simple. Plus sérieusement, IFOP pose des questions, ils récoltent les données et après ils disent ce qu'ils veulent. Voilà. Non mais c'est bien fait, hein. Ils peuvent te dire, regarde, 89% des gens, ils pensent comme ça, alors que 100% de la question, c'est de la merde. En plus, les sondages, c'est facile, t'appelles 9 racistes sur 10, à qui tu poses une question raciste, et à la fin, t'as 90% des résultats racistes. C'est pratique, hein. Ils choisissent les gens, ils choisissent les questions pour nous convaincre. C'est comme si t'as un mec qui trompe sa meuf, puis après, comme argument, il appelle un gars et dit « Ah ouais, parce que toi, il te faut des preuves. » Eh bah très bien. Eh bah on va appeler quelqu'un de neutre. On va appeler mon meilleur pote Karim. Allô, Karim? Ouais, t'es en haut-parleur, ok? Je veux pas t'influencer. Mais juste, on est d'accord que hier, je suis resté chez toi jusqu'à 4h du mat. On a joué à la PlayStation et j'étais pas dans un hôtel, genre je suis sorti avec une meuf, etc. On est bien d'accord. Non, je l'influence pas. Juste, je lui raconte l'histoire pour voir s'il raconte la même. Ça a rien à voir. En plus de la presse, nos milliardaires, ils possèdent les instituts de sondage. Donc ils manipulent l'actualité pour qu'on pense ce qu'ils veulent qu'on pense. Et si jamais on pense pas ce qu'ils veulent qu'on pense, ils font un sondage qui dit qu'on pense ce qu'ils veulent qu'on pense. Et l'ironie, c'est qu'ils possèdent des instituts de sondage alors qu'ils s'en foutent de ce qu'on pense. On dirait ta meuf qui te demande « On mange quoi ce soir ?» Elle sait très bien ce qu'on mange vu que c'est elle qui a préparé le repas. Et elle s'en fout de ton envie parce qu'elle s'en bat la schneck. Ouais, j'avais envie d'être féministe. Et je vais dire on s'en bat les schnecks, mais c'est plus rare. Par contre, quand c'est symétrique, c'est très beau. Ouais, allez. N'importe quoi. Donc, parfois, dans les réponses, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Du coup, l'IFOP, là, il a carrément fait un sondage qui proposait que Bardella dans les intentions de vote au présidentiel. Et le sondage, je le vois comme ça. Bonjour et bienvenue dans Qui veut gagner des nazillons. Alors attention, c'est parti, le prochain président de la France sera réponse A, Jordan Bardella. Réponse B, Bardella Jordan. Réponse C, le président du RN. Réponse D, toutes les réponses précédentes. Je rappelle que vous avez encore l'appel à un ami, excusez-moi. Et vous avez choisi Benjamin, apparemment. Ou sinon, il vous reste le 50-50, c'est-à-dire 50 000 en cash maintenant et 50 000 par virement par Pierre-Édouard Stérin. Oui, parce que c'est lui qui avait financé ce faux sondage. Et en vrai, c'est pratique d'être milliardaire, hein. T'achètes un institut de sondage, tu diffuses le sondage que t'as acheté sur la chaîne que t'as acheté, tu fais commenter le sondage que t'as acheté sur la chaîne que t'as acheté par des journalistes. Que tu payes. Exactement, vous êtes vraiment trop chaud. Et avec tout ça, bah t'achètes quoi? Des votes. Et avec les votes, tu fais quoi? Tu fais passer les lois qui t'arrangent jusqu'à ce que tu possèdes tout. Mais attends, on est en démocratie, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein.
D'ailleurs, c'est le cabinet de Marine Le Pen qui a fait remarquer cette erreur. Ouais, parce que elle était dégoûtée, quoi. Elle a demandé à refaire l'enquête avec son nom en plus. Et je comprends, parce que dans les sondages, c'est quand même là que le RN est le meilleur. Mais à chaque fois, ils sont annoncés gagnants. Et à chaque fois, ils perdent. D'ailleurs, d'après un sondage IFOP, 97% des sondages IFOP sont trafiqués. Et 27% des sondages sont bidons. Ouais, je suis mauvais en calcul, ouais. Allez, on va passer au dernier sondage qui a été fait chez les auditeurs de la Riposte. 100% l'apprécient humainement. Seulement 60% le trouvent drôle et 10% le trouvent BG. L'homme qui m'a détruit la semaine dernière. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Pierre Metzger, s'il vous plaît. Radio Nova. La Riposte. Est-ce que je suis safe avant de commencer? Ça va, Hakim? Ça va très bien. Ok. J'ai été voir un psy. Ça va, tu t'en es remis? Ouais, ça va bien. Anakim. Anakim. Pardon. Alors, ça va ou quoi? Ouais! Est-ce que vous voulez du sang? Ouais! Ok, donc cette semaine, on va roaster le comité du 9 mai. Ah oui! Il y a des gens qui n'ont pas vu. Il y a des gens qui ont bugué. Ouais. C'est pas grave, on va expliquer. Oui, parce qu'un groupuscule néo-nazi appelé le comité du 9 mai a défilé dans Paris ce samedi. Vous saviez? Ouais. Tu parles à des gauchos, ils sont... Ouais, ils sont au courant. Comité du 9 mai. Ils sont tellement cons qu'ils ont mis la date de la manif dans leur nom pour être sûr de pas l'oublier. Et malgré tout, ces crétins ont manifesté le 10 mai. Eux, c'est sûr, ils fêtent le jour de l'an le 2 janvier. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'ils se tatouent des croix gammées. C'est juste pour pas oublier qu'ils sont antisémites. Bien vu. Ah là, tu rigoles, là, hein? Plutôt que de parler de fascistes, nos médias préfèrent parler d'ultra-droite. Ouais, parce qu'ils seraient plus à droite que l'extrême droite. Bientôt, on va avoir le droit à la méga droite. Mais quoi qu'il arrive, c'est des giga connards. Hein. Avec leur croix celtique en guise de drapeau. Vraiment, une croix dans un rond. On dirait des golemons qui savent pas jouer au morpion. Ils sont teubés! J'ai jamais vu des gens si teubés. Cette manif, c'est le lieu idéal pour vendre des formations pour devenir riche. Je crois même avoir vu Hugo Levent avec des flyers pour vendre des places pour son spectacle. C'est pour remplir ma salle. Les gars, je fais des blagues de beauf misogynes, ça devrait vous intéresser. Ta gueule, le chinois. Mais je suis vietnamien, du coup, vous venez? Ils sont cons, putain. Ils aiment la France, mais il n'y a rien de français chez eux. Non, ils ont des tatouages allemands et des QI à avoir des prénoms américains. Mais... Non, pour niquer leur manif, pas besoin de violence. Non, t'as juste besoin d'un mégaphone. Les petits Jordan et Kevin sont attendus à l'accueil. Je répète, les petits Jordan et Kevin sont attendus à l'accueil. Ça va faire beaucoup de monde. Ouais. T'as plus qu'à te poser et observer un troupeau d'abrutis, chercher l'accueil. Et puis, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils sont cagoulés? Ils sont tous cagoulés, ils détestent les Arabes, mais quand ils défilent, on dirait des Saoudiennes sur les Champs-Élysées. Les gars! T'es un boss. Merci beaucoup. Personne va les reconnaître. Il y a rien qui ressemble plus à un mec d'extrême droite qu'un autre mec d'extrême droite. On aurait dit un défilé de Playmobil pendant les années 30. Après, peut-être, je dis bien peut-être, que sous les cagoules, c'était des militants RN. Peut-être. C'est peut-être plus difficile de dire que LFI est antisémite quand tu fais des saluts nazis en plein Paris. Zéro blague, c'était juste pour le dire, je m'en bats les couilles. Ouais. Mais pour revenir à un truc gaulerie, je sais pas si vous avez vu un peu leur slogan. Jeunesse, Europe, Révolution. Oui, des révolutionnaires escortés et protégés par la police. Oh, carrément, c'est l'État qui organise leur manif. Hey, c'est une révolution, un goûter d'anniversaire. C'est fou. Et dès que tu leur tends un micro, que ça chouine. Oh là là, ouin, on a voulu interdire notre manifestation, hein, on est ostracisé dans les médias, on est diabolisé. Les fachos, vous êtes tellement fragiles que vous allez finir par faire passer les féministes pour des masculins toxiques.
C'est tout pour moi. Bravo Pierre. Je sais pas vous, moi j'ai préféré sa chronique de cette semaine. Retrouvez Papinova dans son podcast qui s'appelle Ouais. Ouais, je vais que l'appeler Papinova, j'en ai rien à foutre, je sais qu'il aime pas. Allez, info culture G, Rald. Le ministre Gérald Darmanin assure qu'il n'existe plus aucun lieu sûr aujourd'hui en France. Voilà, c'est fini. Voilà, tout c'est... Attention! Non, excuse-moi, j'ai confondu, j'ai cru que... Mais non, pas du tout. Aucun lieu sûr. Darmanin, ça fait 8 ans qu'il est ministre de l'Intérieur, de la Justice, et il ose dire, il n'y a plus aucun lieu sûr. Mais ça fait 8 années que t'es aux manettes. T'es en train de nous dire que t'es nul, en fait. 8 ans, 0 résultat. T'es en train de nous dire que t'es pas la solution, mais le problème. Darmanin, c'est un gars à qui tu dis tu connais un resto pas loin? Et tu dis ouais. Il te fait rouler 3 heures et une fois arrivé, il te dit par contre, je te préviens, c'est de la merde. Tu dis, bah oui, mais pourquoi tu m'as emmené là? Ah non, mais c'est parce que c'est moi qui cuisine. J'aime bien ce que je fais. Du coup, il veut recourir à l'intelligence artificielle en mettant sur place un système de vidéosurveillance doté de la reconnaissance faciale. Ah, Darmanin, quand on lui a parlé de facial, il a dit ah oui, bah oui, c'est carrément ça me rappelle mon historique Pornhub. Pornhub, excusez-moi. C'est ça qu'il nous faut partout en France. Quand on regarde Black Mirror, on se dit wow, ça fait peur. Darmanin, il se dit waouh, c'est génial. Alors que moi, en vrai, bah, je me sens en sécurité en France. Hein. Après, c'est peut-être parce que je suis pas une femme et que je recherche pas un logement social. Ouais. Le seul endroit où il faut mettre des caméras, c'est dans ton bureau, Gérald, pour éviter les agressions sexuelles. Darmanin, il s'est tellement fait recaler par les meufs que maintenant il drague Alexa. Dis-moi, t'as besoin que je te charge là, Alexa? Non merci, je suis à 88%. Allez, je te mets un petit coup de chargeur USB là, tu vas rien sentir. Arrête Moussa, j'ai dit non. Putain, j'adore quand tu m'appelles Moussa. Ça veut dire que je suis vilain. Monsieur Darmanin, excusez-nous, on a des retraités qui prennent de la nourriture dans les poubelles pour se nourrir. Ah, les salauds! Prendre dans les poubelles sans défense. Ajoutez-moi des caméras pour leur envoyer des amendes. Ça leur apprendra à ces pauvres à être des pauvres. Cela dit, si je dois être honnête, je suis obligé d'admettre que c'est vrai, mettre des caméras partout, ça peut sauver des vies. Ça peut permettre à des gens d'être protégés de la police. Ouais. Parce que, pour le moment, les postes de vidéosurveillance, ça donne ça. Chef, il y a quelqu'un qui tape une personne dans la rue, faut envoyer une équipe? Et non, regarde, il a un brassard. C'est un collègue. Waouh. Vous êtes vraiment fort, chef. L'expérience, mon con. L'expérience. D'ailleurs, tu me feras plaisir d'effacer la vidéo et tu diras bien que la caméra marchait pas. En vrai, plus de caméras, c'est juste plus de travail pour l'IGPN pour supprimer les preuves, hein. Eh, Darmanin, j'ai une proposition. Et je dirais même, j'ai une propale. Ouais, je te forward ça. On s'appelle ASAP et on se fait un brunch. Au lieu de mettre des milliards pour que les gens ne puissent pas voler, mettez des milliards pour que les gens n'aient pas besoin de voler, non? Je sais pas. Darmanin, il y a un mec qui a faim et plutôt que de lui donner 10 balles pour manger, il va donner 50 balles à un gars pour surveiller qu'il puisse pas manger, quoi. Et s'il y a un lieu sûr en vrai en France, il y en a un que je connais très bien, c'est la salle de spectacle d'Hugo Levent. Ouais, parce qu'il n'y a personne, hein. Vous voulez cacher quelque chose en France? Mettez-le dans la salle d'Hugo Levent. La salle d'Hugo, elle est plus sûre qu'un groupe Telegram. Et je vais pas le tailler sans sa présence. Il vient nous parler des écoles privées et de l'école, ce qu'il connaît très bien vu que la semaine dernière, il était encore en 5e, ce sale jeune. Faites-moi un maximum de bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Ah oui.
Ça va et toi? Allez, place aux beaux gosses de l'émission. Pas compliqué, hein, quand la moyenne des chroniqueurs ils sont plus âgés que les auditeurs de France Inter. Je vais pas citer qui, hein, mais vous voyez très bien que je parle de Pierre et Yann, hein, voilà. Bon, aujourd'hui, je viens vous parler d'écoles privées, qu'on appelle en Italie pédophilie. T'as bien l'accent. J'en ai beaucoup voulu, moi, mes parents, de ne pas m'avoir mis dans le privé parce qu'ils avaient une meilleure cour de récréation. Mais aujourd'hui, j'ai capté, en vrai, hein, parce que avoir un beau toboggan pour que le prêtre, il t'attende en dessous. Hugo, au dodo oh. Après, en vrai, mes parents, ils prenaient pas tant de risques que ça de me mettre dans le privé parce que j'ai vu mes photos de classe quand j'étais petit, c'était pas beau, hein. J'aurais pas été le premier appelé, hein, vraiment. Les dents en avant, tu mets pas ta bite dans un sécateur, hein. Ah, les prêtres, ils auraient essayé... Ah, les prêtres, ils auraient essayé, je les aurais convertis à une autre religion. Maman. En vrai, je dis ça, mais c'est dur d'être en école privée, hein. Non, c'est pas facile, parce que si tu rates ta vie, c'est que de ta faute, quoi. T'as les meilleurs profs, les meilleures conditions de travail. Si tu rates... Si, genre, ton dernier taf avant la retraite, on t'appelle Papy Nova... Non, mais... Pierre, il me vanne sur mon remplissage, hein. Mais toi, on peut te voir où en spectacle? On sait pas, voilà. Hein? L'année prochaine, en tournée dans tous les EHPAD. Magnifique. En vrai, je dis ça, mais moi, dans le privé... ça aurait été une catastrophe, hein. Tu m'aurais mis les meilleurs profs pour que je me retrouve à leur faire des poissons d'avril un 2 septembre. Hugo, on va te virer, trop bien, remboursez-moi, je pars à Bali, voilà. Après, en vrai, j'ai quand même été un bon élève parce que ma mère, elle était prof. Du coup, elle me mettait des mots dans le carnet et après, elle me frappait à la maison. C'était des sortes de pense-bêtes. Elle devenait schizophrène, la daronne. Elle était Madame Levent, professeur de PS. Votre fils, pendant les cours d'athlétisme, a dit « La daronne toujours en survêt, jamais elle transpire, celle-là. » Pensez à frapper cet enculé de gosse. Vous avez vu ou pas, là, ils ont coupé les subventions du lycée musulman Averroès à Lille parce qu'ils auraient commis des abus. Après, le tribunal a redonné les subventions parce qu'à ce qui paraît, c'est pas un abus, être musulman. Donc, ils ont redonné... Alors que le lycée Beta Haram, Stanislas, là, ils ont rien coupé comme subvention, parce que tu vas pas couper les subventions d'un lycée dans lequel il y a les enfants des ministres. Sinon, ils vont se retrouver à aller à Averroès, lycée musulman. Alors, t'as appris quoi aujourd'hui, fiston? Nous sommes persécutés en France. Qui ça? Nous sommes... Nous, les musulmans. Mais t'es pas musulman, Jean-Eudes. Dis Wallah. T'es magnifique, quoi. On est dans le pays liberté, égalité, fraternité, et il y a des inégalités au niveau de l'éducation. Tu te rends compte de ça ou pas? C'est-à-dire qu'il y a des enfants, là, qui ont fait dans le 9-3 un TikTok l'année dernière pour montrer que dans leur lycée, il y avait de l'humidité, de la mousse, des cafards. C'est un lycée ou la teub à Depardieu? C'est fou, ça, quand même. Alors qu'à côté, t'as Stanislas, j'ai regardé, hein. Ils ont 21 labos, 3 amphis, 7 gymnases, 2 piscines. C'est un lycée, t'as envie d'y aller en vacances. Juillet, août, je restais là-bas, moi. Le Club Med, le truc. Alors qu'à côté, dans le public, c'est la galère. Les gymnases, ils sont loués en non meublé. Le prof de PS, il est là. Aujourd'hui, course. Course de quoi, monsieur? Trouvez quelque chose, courez. Faut réchauffer le gymnase, on n'a pas payé les lecs, donc... Tu te rends compte ou pas? Il y a des lycées qui manquent de moyens, ils ont pas de thunes, les profs ils sont en galère, tout le monde est en galère, et il y a des riches qui ont décidé de scolariser leurs enfants ensemble, et eux ils ont des subventions. C'est inégal. Donc pour aider un jeune qui a pas eu la chance d'être scolarisé dans le privé, venez à mon spectacle au RAID. C'est complet le spectacle. Donc je réannonce 2 nouveaux spectacles à la rentrée en octobre au Red Comedy Club. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Ah, il était temps. Putain, j'ai dû envoyer toute ma famille.
Ah, il me faisait trop de peine. Allez, retrouvez Hugo au Pôle emploi parce que c'est pas son spectacle qui va le rendre riche. Info, télévision, une nouvelle émission arrive bientôt sur nos écrans. Recherche, appartement ou maison ou du crack. Si, la cocaïne. J'explique, parce qu'à la riposte, on j'explique. Voilà, les habitués. Stéphane Plaza a été interpellé chez lui à Bougival dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Excuse-nous, Don Plaza. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont retrouvé de la coke et une pipe à crack. Eh, y en a, ils vivent, hein. Vous êtes en train de me dire qu'on a retrouvé de la drogue chez un présentateur télé? Mais non! Dis voilà. Stéphane Plaza, ça fait longtemps qu'il divise. Il y en a qui disaient c'est une pipe, d'autres qui disaient c'est un crack. Au final, c'est les deux. Bon, déjà, le gars se fait interpeller à Bougival. Ah, il a raison, Darmanin. Il y a vraiment aucun lieu sûr en France, hein. Après, il est sorti de garde à vue immédiatement. Parce que voilà, Stéphane, c'est un beauf qui frappe sa femme. Pour les flics, c'est quasiment un collègue. Argent, drogue, agression sexuelle. C'est sûr, Macron va lui proposer un ministère. Moi, franchement, je le vois bien prendre la suite de Valérie Damido dans Déco. Coucou tout le monde, c'est Stéphane Plaza. Bienvenue dans Déco Cocaïne. Aujourd'hui, on va tout repeindre, tout poncer et surtout, tout aspirer. Ça, c'est un mur porteur, Stéphane? Non, ça, c'est du plâtre. Waouh, comment tu sais? Une intuition. Par contre, ça, c'est du double vitrage. Tu peux y aller, hein. Eh, on va rien entendre. J'ai les mêmes à la maison. Quand je tabassais ma femme, personne n'a rien entendu. On était tranquille. Et puis, t'as vu à travers la fenêtre, là, la vue qu'on a? Ça, c'est la colline du crack. C'est quoi la colline du crack? Bah, c'est des petits producteurs locaux. Vous verrez, il y a de la vie dans le quartier. Beaucoup de morts, mais beaucoup de vie aussi. D'ailleurs, à 12 000 balles le mètre carré, j'ai envie de te dire, c'est un très très bon deal. Allez, signe-moi le bon de commande. Allez, signe. Non, je t'assure, c'est vraiment un bon achat. Eh, signe la putain de ta mère, là. Signe. J'ai besoin de ma commission, il y a les dealers qui m'attendent en bas. Je pense que ce sera à peu près ça l'émission. Peut-être je spécule, mais je trouverais ça marrant. Là, il est pas prêt de revenir à la télé dans Recherche maison ou appartement. Là, il va signer plusieurs saisons de Recherche maison d'arrêt. Et c'est fou quand même quand on y pense. Plaza, De Chavannes, Delarue, toutes ces émissions animées par des drogués. Heureusement, à Nova, on n'a pas les moyens. Ouais, on m'a déjà dit, tu préfères qu'il y ait de la lumière ou un bon son? Ouais. Ah, nous, on n'est pas dans le show business. Nous, on est dans le studio, on n'a pas de clim. On est juste dans le show. D'ailleurs, en parlant de show business et de drogue, on va accueillir notre prochaine chroniqueuse. Elle a quand même gagné le baccalauréat des animateurs télé sur TF1 face à Franck Leboeuf et Chris Marquez. Donc, que des gens qui sont pas présentateurs, en fait. Elle vient nous parler de la guerre. Mesdames et messieurs, faites-moi du bruit pour Laurie Perret, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Bonjour, j'ai pas du tout aimé cette introduction. Je suis très contente d'être là, je suis très contente d'être invitée dans ton émission Hakim. Ouais. J'étais un peu emmerdée parce que c'est vrai que moi je suis pas hyper branchée, actu, géopolitique, tout ça. C'est vrai que la seule question que je me pose dans la live, c'est un peu ce que je vais porter demain, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que je me suis pas posé la question hier, Ouais. mais... T'as le droit. Mais j'ai dans les mains un récit incroyable que j'ai trouvé ce matin dans le métro, Ok. qui témoigne qu'une guerre en Espagne est en train de se jouer et qui arrive en France. Attends, juste 2 secondes. Parce que tu m'as envoyé un texte où tu racontais tes vacances en Espagne. On est d'accord que c'est pas le même texte? C'est un texte poignant. Non, mais on est d'accord que c'est un texte engagé là que tu vas nous faire. C'est un témoignage. C'est un D'accord, témoignage. D'accord, ok. Jour 1. Mhm. Ibiza. Je suis dans un bus en direction d'un hangar désaffecté. À l'entrée, on sépare les hommes et les femmes. Un tampon indélébile m'est apposé sur le bras gauche. Ça me rappelle quelque chose.
Très vite, je me retrouve au milieu d'une marée humaine qui saute sur une musique hypnotique. Des hommes se mettent à m'encercler et à crier « Guerre, guerre, guerre !» Tout le monde est dans un état second. J'ai peur. Quelqu'un me propose de prendre un parachute. Bien que je ne dispose pas de mon baptême de l'air, j'accepte. Je comprends que la situation est sérieuse. La personne me donne la fin de son verre et disparaît. Dans la panique, j'avale le liquide. Mais je ne verrai jamais la couleur de ce parachute. Tout à coup, une chaleur m'envahit, ainsi qu'une forte envie de rendre les patatas bravas ingurgitées quelques heures plus tôt et de tripoter tout le monde. Je comprends rapidement que je suis sous l'emprise d'un gaz hilarant, comme tous ceux que je croise, transpirants, les yeux révulsés. Certains même semblent s'être vomis dessus. Ou seulement s'agit-il de la marque Desigual très présente dans ce pays. Ça, c'est engagé. Ah, l'émotion. C'est chargé, hein. T'as le droit de pleurer. Il faut vite que je m'échappe, mais j'ai perdu mon fiancé. 2 heures plus tard, je retrouve enfin Sébastien, à qui on a sauvagement arraché tous ses vêtements. Du bas. Mais qui était héroïquement en train de réanimer une femme dans les toilettes, à qui on avait également arraché tous ses vêtements. Du bas. Nous réussissons à nous échapper et à nous rendre en lieu sûr. Jour 2. Nous décidons de fuir cette île. Nous prenons le premier vol et faisons escale à Barcelone. Jour 3. Sébastien a disparu dans la nuit. La géolocalisation de son téléphone indique qu'il se trouve dans un endroit nommé la Jonquera. Selon mes recherches, il serait retenu en otage dans une maison par des femmes très dangereuses. Certains parlent de missiles, voire d'avions de chasse. Si seulement j'avais eu ce foutu parachute. J'ai peur. J'appelle ses frères qui m'interdisent de m'y rendre seule. Pour ma protection, ils préfèrent intervenir eux-mêmes. Jour 4. Je n'ai toujours aucune nouvelle de Sébastien, et ni de ses frères d'ailleurs. Je pense qu'ils se sont aussi fait capturer. Jour 5. Je suis effondrée. Ah oui. Sébastien n'est pas celui que je croyais. J'ai découvert dans ses affaires une cagoule en latex, une matraque vibrante, dont j'émets d'ailleurs quelques doutes quant à l'option rotative de la 4e vitesse, ainsi que 3 bouteilles d'huile pour bébé. Quelle horreur. Didi, non? Il est l'un des leurs et en plus il s'en prend aux enfants. J'en sais trop. J'ai peur pour ma vie. Je dois partir rejoindre mon pays, la France. Jour 6. Je suis dans cette ville frontalière que l'on nomme Saint-Sébastien. Un signal fort pour moi, car à présent, je suis sans Sébastien. Et sans Pellegrino non plus. Son frère, si jeune et si beau, qui avait une telle soif de liberté. Et San Francisco, qui pour le coup n'était pas là car il faisait le pont du 1er mai. De peur que l'on me reconnaisse, je décide de cacher mon visage et mes cheveux sous un voile et change mon prénom pour celui de Farah, afin de passer incognito. Je monte dans le premier train pour la France, il s'arrête à Béziers. Jour 7, Béziers. Le climat est hostile dans cette ville. Tout le monde me dévisage et les forces de l'ordre m'interpellent à plusieurs reprises, me sommant de rentrer dans mon pays d'origine. Je n'y comprends plus rien. Je me réfugie dans le premier bar que je trouve, visiblement tenu par des hipsters barbus en longue robe qui sucent de longs tuyaux d'où s'échappe une forte fumée à l'odeur de pommes vertes. Enfin, en sécurité, je retire mon voile et commande une grande pina colada pour me remettre de cette dure journée. C'est alors que le tenancier du bar s'approche de moi et me crie que je suis une infidèle. Comment pouvait-il savoir que j'avais trompé mon Sébastien 4 mois plus tôt avec San Pellegrino qui m'avait fait craquer avec son regard si pétillant. Jour 8. Je poursuis mon périple et j'arrive enfin à Paris. Je monte dans un Uber. Nous nous retrouvons encerclés sur les Champs-Élysées par une armée d'hommes en bleu et rouge qui scandent « Ici, c'est Paris ». J'ai beau les remercier de m'indiquer la route.
J'ai beau les remercier de m'indiquer la route, ils se font de plus en plus oppressants. Paniqué, je demande au chauffeur d'accélérer dans la foule. Ayant souscrit à l'option Uber Confort, celui-ci n'a d'autre choix que de s'exécuter s'il veut obtenir les 5 étoiles et ainsi prétendre à une meilleure couverture sociale. Voilà, Kim, ce sont les dernières paroles de cette femme et ce témoignage poignant qui nous a tous émus. Oui, les gens pleurent. Voilà, face à ce climat anxiogène, je vais y aller. Kim, j'espère être réinvitée dans quelques semaines parce que là, j'ai un avion qui part dans 3 heures pour Toulouse. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Bravo Laurie. Bravo. Bravo. Laurie qui a presque respecté le thème de l'émission. Retrouvez Laurie en tournée dans toute la France et à l'Olympia le 29 et 30 novembre et en after tous les dimanches matins à 6h du mat. Allez, info, fuck you. Fuck you. Fuck you. Laurent Wauquiez annonce l'arrêt des subventions de la fac de Lyon 2. Qu'il juge trop à gauche. Depuis quand c'est un délit d'être de gauche ? Excusez-moi, vous bossez au Resto du Cœur ? Ouais, foutez-moi ça en tôle, bande de criminels. Donc on a un élu qui utilise l'argent public pour punir des gens qui voient comme des opposants politiques. Le gars a décidé tout seul de geler les aides en attendant la création d'une enquête sur l'islamo-gauchisme prétendu de Lyon 2. Ça veut dire qu'il est même pas sûr que c'est vrai, il a inventé la peine par anticipation. Le mec, il est dans Minority Report. Excusez-moi, vous alliez monter dans votre voiture, là ? Oui ? Tenez une amende pour excès de vitesse et 4 points en moins sur votre permis. Mais j'ai rien fait. Ouais, mais je sais très bien ce que vous alliez faire. Gauchiste de merde, va. Wauquiez se félicite d'avoir fait démissionner un professeur spécialiste du Moyen-Orient, le vice-président Willy Beauvalet Haddad, qui était contre le massacre de Palestiniens. Après, il cherche lui aussi, hein. Ah ben ouais, il est contre le meurtre des enfants. Non mais c'est pas les valeurs de l'éducation nationale ça, hein. Moi je m'en rappelle, à l'époque on apprenait tuer des gosses, c'est bien. Les massacres nazis, c'est cool. Les camps d'extermination, tip top. D'ailleurs on parlait pas de camp, on parlait de camping d'Auschwitz, nous. Ouais. Ils ont pété les plombs en fait à droite, hein. Ah mais oui, J'oubliais, en fait, s'ils disent de la merde, c'est parce qu'en ce moment, il y a la course entre Retailleau et Wauquiez pour savoir qui sera le boss des Républicains, c'est pour ça. Et c'est vraiment le quintet plus des racelards. Casaque bleu, facho du LR qui s'élance. Il est talonné par Nazillon de l'Intérieur qui tente un conflit avec l'Algérie. Facho du LR qui répond avec Saint-Pierre et Miquelon. Nazillon relance avec Abat le voile. Facho répond par on limite le RSA. Nazillon accélère cet individu en parlant d'Aboubacar Cissé. Et je parle super vite alors que la ligne d'arrivée de leur campagne de merde c'est le 25 mai. Ça va être long, bordel. Et alors c'est rigolo parce que les soutiens de Bruno Retailleau, ils les appellent les retaillistes. Ouais, alors que les soutiens de Wauquiez, on dit pas les wokistes. Ouais, on dit les soutiens de Wauquiez. Ouais. Je plaisante, aucun des deux a des soutiens, parce qu'ils sont arrivés 4e aux législatives, mais ils sont au pouvoir, vu que on nous baise. Ouais, je vais pas baiser le bureau. Je préfère pas, pour des raisons de famille. Lolo, c'est pas un hypocrite. Il veut juste faire des économies sur l'école pour ses dîners à 100 000 € d'argent public. Ouais, il a appelé ça les dîners des sommets. 100 000 € pour 90 invités. C'est effectivement un sommet d'indécence. Il faut un Sherpa pour le monter. Et quand t'arrives en haut, t'as Inoxtag qui te dit « Deviens la meilleure version de toi-même. Coupe ton portable. Mais avant, like ma vidéo. » Lolo, il est dans l'économie. C'est un immense économe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, qu'il veut limiter l'accès au RSA à 2 ans. Il a été président 8 ans de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui verse chaque année avec l'État environ 156 ans de RSA pour maintenir la ligne aérienne Le Puy-en-Velay-Paris. Vous la connaissez cette ligne ? Non, ben oui, on la connaît pas parce qu'elle est utilisée par 6 à 7 personnes
par jour. Ouais, c'est une ligne de jet privé. Hein. Ah ouais, même une ligne de bus, ils la tiennent pas ouverte avec ce nombre de personnes. Et là, bah non, mais je sais pas, si vous êtes 6-16, faites un blablacar en fait. Faites comme nous, quoi. Et c'est le même Laurent Wauquiez qui, avec sa région, ont contourné la loi pour offrir 870 000 € à des écoles privées hors contrat, avec des profs dedans qui disent être là pour évangéliser les élèves arabes. Bon allez, j'arrête de donner des infos sur lui parce que je commence à avoir la gerbe. On va passer à notre prochain chroniqueur. Il est beau, il est barbu, il est complètement loco. Il vient nous faire le top des raisons pour lesquelles on devrait tous détester ChatGPT. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Merlin, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. El loco, hein. Super. Bon, je vais faire un top des raisons de détester ChatGPT. Je sais ce que tu vas me dire, ah, c'est trop bien ChatGPT, ça me fait gagner du temps. Ouais, ça va bientôt te faire gagner 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 45 semaines dans l'année, Hakim, ça va te remplacer, surtout toi. Surtout moi. Surtout toi. Donc top 1, il va nous remplacer. Ok, ChatGPT, c'est lui le grand remplacement, c'est pas Hicham qui vient d'Algérie. Ok, l'algorithme, il a toutes les connaissances qu'a écrit l'homme depuis sa création. Il y a encore des gens qui pensent que c'est les Arabes qui vont les remplacer. J'adore les Arabes, Hakim, hein. Et vous n'avez pas le niveau sur ce coup-là, vraiment. Putain, algorithme, ça vient de Al-Khwarizmi, qui est un mathématicien musulman. Donc c'est une invention musulmane. Donc le grand remplacement, c'est les musulmans. Je suis allé trop loin là. Bah ouais, ça m'a... Ouais. Ah putain, non, ça ne marche plus. Je vais passer à mon top 2. Top 2, il va voler nos emplois. Vous avez beau faire des CV créatifs avec des super images, ChatGPT dans compétences, il peut mettre toutes. C'est terminé en fait. Vraiment, les gens ils vont arriver avec des hobbies, je fais du paddle, les RH ils en ont rien à foutre. Ok, un employé pour 2000 € par mois, ça travaille 40 heures par semaine, ça a besoin d'un bureau, ça a besoin de chauffage, sinon il se plaint qu'il fait trop froid, ça a besoin de climatisation, sinon il se plaint qu'il fait trop chaud, ça a besoin de faire des pauses, ça va uriner, ça arrive en retard parce que son fils il est malade, ce loser. Toujours les fils. ChatGPT, c'est l'employé modèle, c'est monsieur je sais tout, il bosse 35 heures sur 24 pour 20 balles par mois. On n'a aucune chance en fait. We got no chance, Hakim. It's over. J'aime quand tu passes en anglais. Ouais, c'est impressionnant. Hein. J'ai pas fait sur ChatGPT ça. Non. Top 3, il s'entraîne sur nous, ok? Il enregistre tout ce qu'on dit pour apprendre à nous imiter, à mieux raisonner comme vous. Vous pensez c'est ChatGPT qui vous aide à écrire un mail, c'est lui que vous aidez à comprendre le raisonnement dans l'employé dépressif. Avant, pour se connecter à un site web, on entraînait des IA à différencier un vélo d'un feu rouge. Maintenant, pour écrire un mail passif-agressif à son boss, on entraîne des IA sur notre subconscient. C'est un enfer cette vie. Voilà. Non, en vrai, c'est une bonne chose qu'ils s'entraînent sur nous, parce que top 4. On a une utilisation de débile de ChatGPT, ok? Déjà, ce qu'il faut noter. Tu notes pas, Hakim, putain! Excuse-moi. Tu commençais la phrase par quoi? Il faut noter. Je n'ai aucun charisme. Bref. Ça m'en fout. ChatGPT, depuis qu'il s'entraîne sur nous, il a perdu en intelligence. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est débile, Hakim. Ok? On a accès à un putain d'algorithme qui a toutes les connaissances, qui a été développé pendant des années, qui a des milliards de paramètres, et on s'en sert pour quoi? J'aimerais avoir la recette du meilleur gâteau au chocolat. Putain, qu'est-ce que je fais s'il n'y a pas d'œufs? Je remplace par quoi? De la compote? Des années de recherche et développement pour faire un mauvais mi-cuit. Putain, l'humanité, elle me dégoûte. Il y a une autre utilisation qui me rend fou. Top 5. La génération d'images style Miyazaki, style Tintin. À quoi je ressemblerais si j'étais dans un film de Miyazaki? Un postier, Philippe, t'es postier, tu ressembles à un postier, tu me fous la honte en fait. C'est quoi ce délire? Putain, c'est à cause de ce genre de comportement quand les robots ils vont prendre le pouvoir, ils vont arriver, ils vont dire bah non, mais l'humanité on va la tuer, elle ne sert à rien. C'est terrible, non mais ça me rend fou. Top 6, ma mère utilise ChatGPT. Arrête de parler à ma mère en fait. C'est un zinzin. Y a plus de respect. Mais non. Top 7. Vous lui dites merci, ok? Ça calcule pas ses voisins, ça sort des magasins sans rien dire. Mais par contre, merci ChatGPT. Et c'est pas que vous êtes poli, non, vous avez peur du jour où ils prennent le contrôle et qu'ils vous butent, ok?
Vous êtes poli parce que c'est un potentiel assassin. Et ça, ChatGPT, il le sait. Vous serez sa priorité. Oh non, monsieur le robot, me tuez pas. Je vous ai dit merci après vous avoir demandé de générer mon pénis dans le site de Nagasaki. C'était une imitation d'Hugo Levent face à un robot. Ah. J'aime bien qu'on le termine. Top 8, ça devrait être une bonne nouvelle en fait, ChatGPT. On a créé un algorithme qui nous libère des tâches de bureaucratie, des tâches qui ne servent à rien pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel, l'humain. Ok, sauf que dans un système capitaliste, quand on se dit se libérer, ça veut surtout se dire se faire virer. Ok. Ouais, parce que l'essentiel, c'est pas l'humain, c'est le profit. J'étais excellent là. Ouais, c'était magnifique. Merci à tous. Merci Merlin. Je lâcherai pas. Retrouvez Merlin sur Instagram et sur la plateforme de rencontre Hinge. Allez, info. C'est pas moi qui le dis. Dans un parc pour enfants, une mère américaine a insulté un enfant de 5 ans de sale N-word. Ouais, les racistes, ils sont tellement lâches que maintenant, ils s'en prennent à des enfants de 5 ans, quoi. La vidéo est devenue virale et comme elle a été reconnue, l'américaine, elle a lancé une cagnotte sur un site chrétien parce qu'apparemment, Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres, sauf les N-word ». Excusez-moi, madame, mais ça, c'est pas chrétien, c'est crétin. Yes. À l'heure où je vous parle, la cagnotte, elle a atteint 775 000 $. J'ai regardé, des déménageurs, ça coûte 2 000 €. Il me semble qu'il y a durable, hein. Il me semble qu'il y a durable. Et quand même, c'est rentable aujourd'hui, là, d'être raciste, hein. Tu sais combien de spectacles je dois faire pour avoir 775 000 €? Moi non plus. Mais prenez vos places. Prenez vos places. La meuf, elle va faire des stories en train de péter dans son jacuzzi dans sa villa. Alors, on n'est pas racistes, nous? Les potes de ces gamins, quand ils vont venir chez elle, ils vont dire « Waouh, mais elle fait quel métier ta daronne ?» Ma daronne, elle est raciste professionnelle. La classe, moi ma mère, elle est même pas raciste, la nulle. Aujourd'hui, quand t'es pauvre, t'as plus de chances de devenir riche en étant publiquement raciste qu'en jouant au loto. Jacob Veil, le propriétaire de l'application, en voyant le motif de la cagnotte et tous les commentaires racistes des donateurs, il a dit « là c'est trop » et il a supprimé les commentaires. Ouais, non mais Jacob, t'as laissé la cagnotte là. Ouais, on a envie de lui dire « t'as laissé la cagnotte Jacob là ». Il dit « oui, non mais ça c'est pas grave, on peut être raciste, faut juste pas l'écrire en commentaire ». Oui, parce que son site, il prend un beau pourcentage sur le racisme. Du coup, il va pas annuler la cagnotte. Hein. 775 000, vous vous dites, c'est énorme. Alors que non, parce qu'en mettant en ligne sa cagnotte, elle avait mis comme objectif 1 million à atteindre. Ah ouais, non, mais elle se fait pas chier le cul, la meuf. Pour elle, l'objectif, il est pas atteint, là. Ça veut dire, elle regarde la cagnotte et elle se dit... On peut même plus compter sur sa race. Alors... Rassurez-vous, le keuf qui a tué Naël, il a pris 1,6 million, dont on reste les Daft Punk des cagnottes de racistes. Hein. Ah oui, notre pays, il est 6 fois moins nombreux que les USA et c'est vraiment une performance. Là-dessus, on peut s'applaudir, je pense. Ouais. Ça vous fait mal de vous applaudir sur ça. Hein. Allez, on change de sujet. Science. La France vient de découvrir une chose qui se transmet mieux que l'ADN, l'héritage. Ouais, chaque année, 677 milliards d'euros sont transmis. L'héritage a officiellement plus de valeur que le travail. Tu pensais qu'il fallait bien travailler à l'école? Non, il fallait juste naître dans la bonne famille. Donc rassurez-vous, si vous êtes pauvre, c'est pas de votre faute, c'est de celle de votre grand-père, ce gros nulos, qui était pauvre. Toucher un héritage, c'est que de la chance, comme gagner au loto. J'imagine que c'est pour ça que dans les deux cas, t'es quasiment pas imposable. Par contre, 75% des Français n'héritent de rien ou très peu. Même dans notre mort, c'est une fin de mois, quoi. Et malgré ça, il n'y a même pas 60% des Français qui aimeraient taxer l'héritage des plus élevés. Les plus élevés, c'est pas nous, c'est pas vous. Si t'as hérité d'un F2 dans la Creuse, on parle pas de toi, là.
Non, mais ça se voit, vous avez trop regardé les trois frères, en fait. Tu sais, vous êtes là à vous dire, ouais, ça peut me tomber dessus. Non, 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 les tatatom temporis, c'est pas pour ta gueule, en fait. Moi, j'ai vraiment beaucoup regardé ce film. Moi, si je dois être honnête avec vous, par contre, voilà, j'ai hérité de pas mal de trucs. Mes yeux, c'est mon daron. Le tempérament, c'est la daronne. Et les contrôles aux faciès, bah, c'est cadeau des deux, là. Les gens, dites-vous une chose. Si on veut taxer l'héritage des plus riches, c'est pour améliorer le service public. Car ça, c'est l'héritage de ceux qui n'en ont pas. Oui, parce que les héritiers, ils ont tout et ils arrivent à concentrer ce qu'ils ont, alors que nous, on n'a rien et on arrive à le diluer. C'est vraiment une performance. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'on commence une partie de Monopoly de la vie avec un mec qui a 100 millions et qu'on est tous les autres avec 2,50 €. À votre avis, qui gagne la partie? Et qui veut rejouer? Et qui est pas chaud pour changer les règles? Et qui s'en branle parce que de toute façon, le jeu, il est à lui. Ouais, et on peut pas se plaindre de perdre parce que le jeu, il est fabriqué pour qu'on puisse pas gagner. Du coup, faut changer le jeu. Et vu... Merci. Et vu qu'on parle de jeu et de perdre, on va accueillir un mec que j'ai défoncé un nombre incalculable de fois à Codename. Il est mauvais perdant, mais il fait des bonnes chroniques. Il va nous parler du blasphème pour les nuls, mesdames et messieurs. Faites du bruit pour Richard Sabac, s'il vous plaît. Radio Nova. Il poste. Allez. Oh, je suis content. Il fait chaud. Il fait très très chaud. Mais je suis content. Puis je passe à la fin et tout. Je suis content parce que le Paris Saint-Germain est en finale. Ouais. Je suis content. Ouais, mais je suis pas content, Hakim. Ah bon, merde. Non. Parce qu'après, derrière, les banlieusards, ils sont allés fêter ça sur Paris. Ils ont tout baisé, putain. C'est incroyable. Toute l'année, on est là. La riposte. Mais non, c'est pas ce que vous pensez. Ce sont des poètes, des bosseurs. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Une victoire du Paris Saint-Germain. Ils ont tout niqué. Call of Duty dehors. Vraiment, c'était... Et là, ils sont là. Hakimi, il a marqué. Voilà, on va tout niquer. Oh non, mais laisse la religion en dehors de ça, quoi. Pourquoi t'as mêlé Dieu? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux faire le blasphème pour les nuls. Générique. Générique. La vie de ma mère, cette émission, elle est pilotée par la droite aujourd'hui. Écoute bien. C'est bon, coupe. J'ai fait faire le générique. Ouais. Par une artiste. Que j'ai payé au prorata de ce que je gagne aussi. Hein. Donc tu l'as pas payé. Étape 1 de ce blasphème pour les nuls, ne pas mélanger dégradation et religion, quoi, les gars. Alors avant de commencer, je suis obligé d'en parler, c'était assez drôle. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont porté un nain. Ils marchaient dans la rue, ils lui ont pas demandé, ils l'ont pris comme si c'était la coupe. Ouais. T'as regardé Game of Thrones? Vous avez vu Game of Thrones? Vous savez comment ils l'ont appelé? Tyrion Lannister. C'était drôle. Après, derrière, ils ont défoncé une voiture en mode Dracarys. C'était... Ah ouais, c'était triste. Et les mecs, pendant qu'ils défoncent la voiture, ils sont là sur le Coran. Sur le Coran. Pourquoi tu parles du Coran à ce moment-là? Il y a des caméras, on est avec Hakim. Ils sont gentils, Putain, mais à ta mort, prends de l'indice 50. Ça va piquer l'enfer, quoi, je veux dire. Les gars, soyez malins. Les Blancs, ils font pas ça. T'as déjà vu un mec qui dit « Par Jésus le Tout-Puissant » Ou t'as déjà vu un mec qui dit « Sur l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 27, la meuf, je la démonte. » Non. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça, frère. Oh, quelle tristesse. Et nous, on est là. La riposte. On est gentils. Ils sont en train de niquer notre travail. Putain, là, il y a quelque temps, je disais, c'est l'arabe qui cache la forêt. C'est le banlieusard qui nique tout, quoi. Vraiment. Alors, ça m'a un peu énervé. Étape 2. À qui la faute? À qui la faute, Hakim? Je te pose la question. Faut que je te réponde? Non. Ok. Les rappeurs.
Les ambassadeurs de la rue. C'est eux qui utilisent tout le temps Dieu à toutes les sauces. T'es là, t'es en interview avec un rappeur, tu lui dis comment t'as fait pour en arriver là. Il te répond toujours avec cette même phrase que tout le monde connaît. Hein. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Moi, je suis là, je rafale le beat. Grrr, grrr. C'est Dieu qui donne, frère. Moi, à la base, si je fais de la musique, c'est pour mettre ma daronne à l'abri. Je vais mettre ma daronne à l'abri. Après, je vais pécho des gros culs. C'est Dieu qui donne. Le mec, il parle de sexe, de drogue, d'armes à feu. C'est Dieu qui donne. Pour lui, Dieu, c'est un mec de Aulnay-sous-Bois. Non mais, c'est incroyable. T'as déjà écouté les paroles? Vous avez déjà écouté les paroles? Ils sont là, en confiance dans les clips. M6, la bite, je crache dans la nus. C'est pour toi, Dieu. Dans leur imaginaire, ils croient vraiment en Dieu. Il a une playlist Spotify, bénédiction et rap de rue. Il a M6, la bite, je crache dans la... T'as Saint-Pierre qui arrive encore en boss. Boss, faut absolument qu'on aille en Palestine, là c'est chaud. Gaza attendra. Je donne de la force à Caris. M6. C'est incroyable. On en est là, quoi. Conclusion sera très courte. Paris est magique, oui, mais ça fera pas disparaître le racisme. Les gars, par pitié, si vous voyez des caméras, arrêtez de jurer, parce qu'en plus de descendre en enfer, tu fais monter l'islamophobie. Avant, t'étais nul, maintenant tu sais. Inch'Allah. Merci beaucoup, les amis. Hakim Omiri, la riposte. Retrouvez Richard Sabac le 15 mai à Bruxelles et le 28 à Orléans. Allez, on va rester quasiment dans le même sujet. Vous connaissez la charge raciale? Rien à voir avec le fait de charger son téléphone en le branchant sur un arabe. Hein. Ah ouais. Excusez-moi, y aurait pas un Algérien dans la salle? J'ai que 2%. C'est pas ça. La charge raciale, ça consiste pour une personne racisée à faire l'effort constant de s'adapter aux attentes d'une société majoritairement blanche. Tous les Français issus de l'immigration la subissent et savent de quoi je parle. Chaque rebeu et chaque Renois de France est représentant de tous les rebeux et les Renois de France, peu importe où il est. On est les VRP de notre origine. Et si t'es une femme racisée, t'as deux charges, la charge raciale et la charge mentale. Comme ça, t'es sûr de pas manquer de courant. Vanne d'électricien. Moi, par exemple, toute ma vie, je me suis dit, si je fais de la merde, ça concerne pas que moi. Mon comportement impacte la famille, la mère, la sœur, les frères, les enfants d'absolument tous ceux qu'on peut associer à moi, juste par mon origine. Même si c'est pas des gens que je connais. Hein. C'est injuste, mais c'est comme ça. On ressent tous cette charge raciale. Enfin tous. Pas les supporters du PSG, apparemment. Eux, ils ont moins de charge qu'un iPhone 4 en fin de journée. Eux, ils peuvent casser une voiture avec un drapeau de l'Algérie normal, parce que pour eux, le regard des autres, c'est une théorie du complot. C'est comme le consentement pour Nicolas Bedouce. Ouais. Nicolas Bedouce, ouais. Nicolas Bedouce, je l'ai arabisé, putain. Nicolas Bedouce. Et comme lui, ils ont pas peur de s'afficher à la télé après avoir fait de la merde. Donc les délinquants du PSG, sachez que vous foutez la honte à tous les descendants de l'immigration qui se comportent normalement en fait. Sachez avec tout l'amour possible qu'on vous déteste. Hein. Vous êtes le carburant du RN, voilà. C'est à cause de vous qu'on est traités comme des parasites. C'est à cause de vous que ma cousine infirmière qui sauve des vies se fait insulter de sale arabe à l'hôpital. C'est à cause de vous que mon cousin, qui est dans la marine française, pense à quitter le pays après son service. Et le pire, c'est que pour vous défendre, nous, on doit vous défendre, vous, devant des blancs. Tu sais, nous, on est là, non, mais il faut comprendre sociologiquement, c'est une violence, mais c'est une forme d'extra... Putain, mais vous cassez les couilles, en fait, avec vos excuses de merde, là. On vous voit, hein. On vous voit. Ouais, la France, elle me déteste. Alors moi, je suis algérien. Ah ouais? Et la meilleure façon de montrer que t'es algérien, c'est en cassant une voiture avec le maillot de l'Algérie devant les caméras de CNews. Mais vous foutez la honte à deux pays en même temps. Les Français d'origine algérienne et toute l'Algérie. Et puis surtout, vous êtes pas algérien en fait. Vous êtes pas algérien. Vous connaissez même pas la date de l'indépendance. Vous êtes pas capable de citer le nom de 3 résistants. Et vous avez un fromage préféré. Et c'est le camembert.
Vous êtes français. Vous êtes français. Pas blanc, mais vous êtes français. Et tu veux représenter, mais sors le drapeau quand t'as un diplôme, enculé, va. Porte le drapeau chaque fois que tu fais une bonne action. Tête d'une vieille à traverser, hop, drapeau. Maraude, t-shirt floqué. Non, non, vous portez le drapeau quand vous foutez la merde, là. Alors qu'en France, il y a 15 000 médecins algériens qui exercent actuellement. 15 000. Mais c'est à vous de porter le maillot algérien, en fait. C'est vous qui sauvez des vies. Et les gens, ils pourront dire, mais qui c'est qui vous a sauvé? Je crois que c'est Riyad Mahrez. En tout cas, c'est ce qui était écrit dans son dos. C'est eux qui devraient porter le maillot. Et le pire dans cette histoire, c'est que vous avez sorti le drapeau alors que dans l'équipe du PSG, il n'y a aucun Algérien. Hein. Vous n'avez représenté que la délinquance. Les gars, venez, on se met d'accord sur un truc, juste un. Quand vous faites les oufs, portez au moins le drapeau de l'équipe de France. Mais pas Zizou, mettez Giroud. Ouais, arrêtez de dire voilà en filmant vos dingueries. Je sais pas, moi, crier Paris est nazi, vive Marine, chanter la Marseillaise, comme ça les flics ils seront déboussolés en fait. Ça nous donnera des arguments. Parce que oui, la sociologie, ça explique des choses, mais en face, ils savent pas ce que c'est la sociologie en fait. Ils savent déjà pas lire. Et ils ont pas envie de comprendre. Du coup, on va s'arrêter là-dessus. Et cette semaine, on va terminer l'émission avec un rappeur qui rentre pas dans les clichés. Lui, c'est un symbole qui nous rend fiers. Mesdames et messieurs, faites-moi du bruit pour Medine, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est Dieu qui donne. Ah, le meilleur. Ah, il y a un prompteur et tout. Ouais, c'est carré, hein. Bravo, félicitations. Tu nous dis quand tu veux y aller, ça va, toi? Ça va très bien. Ouais, on se connaît pas, hein. On est juste de la même ville. On a été au même mariage, mais tranquille. Ça va, Medine? Ouais, ça va très bien. Ouais, t'as un concert ce soir. Exactement. Où ça? À Gennevilliers. Ouais, dis-leur c'est Dieu qui donne surtout. Bah, vous êtes tous invités, hein. C'est pour dénoncer la dissolution de Urgence Palestine. Ah oui. Voilà. Tout le monde se retrouve là à Gennevilliers et on va dénoncer ça. Allez, Medine, c'est quand tu veux. Let's go. Je suis plus qu'un rappeur, je suis un écrivain. Quand je veux entendre un disque, j'en écris un. Je suis un bovin, élevé au grain. Pas comme CMC à l'été au Fossin, Chronique 2001. Dans la mémoire, à l'époque où le meilleur rappeur était un blanc et le meilleur golfeur était un noir. Ils disent que le rap est mort mais Tupac est toujours en vie. Je serais pas surpris de le croiser un de ces jours en ville. Je lis leur biographie en lecture rapide. J'aurais dû congeler les ovules de Mélanie. Mais nique les clones, on n'a pas les mêmes codes. C'est moi l'inspecteur académique de la riposte. Première chose qu'un rappeur doit faire, c'est de trouver une autre source de revenus. Quitter la rue, trouver une sécu. Serrer la ceinture tout au début. Jamais c'est us pour une couverture. Pour être à la une de la cover iTunes. Garder sa nature, mais faire des thunes. Belle écostate, aux médias rap. La plupart sont des rats de stars. Ils me mettent dans le case. J'ai loupé mon texte, mais c'est pas grave, je vais improviser jusqu'à l'arrivée du beat, parce que c'est comme ça qu'on fait, le morceau c'est QI rap et l'album sort bientôt. N'est pas la haine cousin, c'est moi la haine plus un. Dernier bouquin qu'ils ont lu, ces livres d'entretien de l'Audi A1. Eux et moi ça fait deux, frère on se rappelle plus d'eux comme FFP2. J'écoute pas leur album deux fois, j'écoute leur album en fois deux. Les producteurs sont des rappeurs ratés, mais c'est aussi le cas de la plupart des rappeurs. Ils pensent qu'à niquer les consommateurs, ils portent leurs préservatifs sur le cœur. Les patrons de majors, on les préfère. Bouche fermée mais chéquier ouvert. Je vais ouvrir un numéro vert, faire l'inventaire de ces gros pervers. J'arrive, 1, 2, 3, reste en croix. Juste avant je les ai laissés croire. Eux ils ont cessé de croître dans leur crâne. Leur carrière dans le fond du C3. Leur carrière dans le fond d'un G7. L'ingé son, l'ingé C, l'ingé C. Conteneur CGM, CMA. Dans la mémoire de mon GSM Stentor. Putain j'aime trop les cuivres, putain j'aime trop le peura. J'ai gagné des points de vie, j'ai gagné des points d'aura. Je sais que me battre, je ne sais que les battre, je ne sais que les bastonner.
C'est pas que du rap, c'est gros cul rap. Et toi tu rappes pas dans les temps, faut clearer le sang, et la créance, à la SACEM. Je sais que le sang m'a grisé les temps, c'est pas pour autant que je les monte pas en l'air. Tu sais petit, que tous les ans je suis dans le casting des 11 rappeurs à suivre. Mon management c'est le plus influent, dans le top 100 c'est le premier de la liste. 90 BPM, mon cœur bat sur le rythme, et même quand je pleure en rime. La cérémonie des flammes se termine à minuit, mais le mariage au rap c'est pour la vie. Faut pas que tu t'inquiètes, si t'es quelqu'un dans la fame, au canon silencieux je te t'aide. Gros cuit rap dans la tête, pas là pour être un même ou une traîne. 20 ans de carrière et crois-moi je vais pas lâcher. Si je marchais sur l'eau les journalistes diraient je sais pas nager. Quand je dis Elhamdoulilah ces connards me disent à tes souhaits. T'as mis 100 ans à pousser, je vais mettre 20 minutes à te suer. C'est que du rap conscient, t'as jamais le compte en banque en excédent. Y'a que Michael Jackson qui est passé de pauvre et noir à riche et blanc. Y'aura bien plus de gens quand on va me pendre qu'à mon couronnement. Veuillez laisser le rap en sortant, comme il était propre en rentrant. Merci. Merci Medine. Bravo. Ah là là, il fait chaud, ouais. Merci Medine. Merci Hakim, merci la riposte. C'était un honneur de t'avoir. Medine sort son nouvel album Stentor ce vendredi. Foncez l'écouter s'il vous plaît. Allez, à vite. Merci beaucoup. Voilà les gens. C'est là-dessus que se termine la riposte. Si vous avez kiffé, partagez, commentez, venez assister à l'émission. Venez aussi nous voir sur scène. Moi, je joue mon spectacle Contexte à Paris et en tournée. Prenez vos billets, je m'autoproduis. Et je suis pas comme Hugo Levent, j'ai vraiment des salles à remplir. Merci à mon co-auteur, producteur et copain Kaza. Merci aux auteurs Pierre Metzger, Grégoire D et à tous les chroniqueurs Hugo Levent, Laurie Perret, Richard Sabac, Merlin et encore Pierre Metzger. Merci à notre équipe vidéo, Mathieu et Valérian. Merci à toutes les équipes de Radio Nova, Fred, Emmanuel, Mathieu, Wassila, Manuel, Bastien, Christian, Ninon. Merci au public qui est venu ce soir. On enregistre tous les lundis à 18h30 à Radio Nova. Pour assister à l'émission, les liens sont dans ma bio sur tous les réseaux sociaux. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine! C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.